Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur la première chronique de Garde-Braise. C'est une autre série de chroniques qui se passe au même moment que les chroniques de la ruine, mais qui va se centrer sur le nouveau lieu exploré par la nouvelle saison de Warhammer Underworld, Garde-Braise. Pour rappel, Garde-Braise était l'une des deux cités qui devaient être établies par les deux grandes croisades Éofor qu'on a suivies au cours de la série des Dawnbringers. La grande croisade d'Amerol Gira aura établi Verdegris et la grande croisade d'Amerol Aksha aura établi Garde-Braise. Mais elle n'a malheureusement pas tenu très longtemps. Cela dit, le court laps de temps où on a exploré cet endroit a posé beaucoup de questions et de mystères qui sont restés en suspens. Notamment la disparition de la pontifex Zenestra ou encore la présence de signes d'un ancien culte de la roue qui se trouvait dans ces ruines et qui serait peut-être lié à une ancienne divinité nommée le dieu cendreux qui aurait été vénéré à cet endroit. Donc on va sûrement avoir des réponses à ces questions et peut-être plus d'informations avec le lore qu'apportera la nouvelle saison de Warhammer Underworld. D'ailleurs, je me demande si ça va être quelque chose de récurrent. Dans les saisons précédentes, on a exploré plusieurs lieux intéressants. Il y a eu Shadspire, la cité miroir des Katofran, une ancienne cité de Shaish, le royaume de la mort, qui a été maudite par Nagash et envoyée en Ulgish. On a eu aussi Bisgrave, à Gur, le royaume des bêtes, ou encore à Rodip, à Ulgu, le royaume des ombres. À chaque fois, on a exploré des endroits un peu spécifiques qui nous racontaient l'histoire de certains lieux des royaumes. Mais là, cette fois-ci, on a eu un croisement avec la trame principale des Dawnbringers, où on a survolé un peu l'histoire de cette région, et avec Underworld, on va pouvoir l'explorer plus en profondeur. Donc si ça devient récurrent, je trouve que ce serait un très bon modèle pour explorer le lore d'AOS. La chronique qu'on va explorer ici se nomme « Du sang dans les mines ». Comme d'habitude, je vais apporter le contexte et présenter les personnages, puis je vais lire la chronique que j'ai traduite, et ensuite j'apporterai une analyse et des commentaires sur différents points où je trouve pertinents. L'histoire se passe donc à Garde-Braise après la Malruine. Les derniers colons survivants qui étaient restés à Garde-Braise ont fini par être repoussés par les vagues incessantes des Skaven. Cependant, un groupe d'éternels choisi par Sigmar est resté à Garde-Braise pour protéger quelque chose d'important qui sommeillait dans ses profondeurs. Cet endroit avait autrefois été surnommé la Poudrière, un nom de choix loin d'être maladroit. La richesse de Garde-Braise provenait des veines de pierre de royaume qui serpentaient dans ces mines. Elles luisaient et fumaient jour et nuit, scintillant de l'éclat incandescent de l'Actracite. Les souterrains avaient habituellement la décence d'être frais et humides, mais cela était Akshi. Bien entendu, cela devait être brûlant, laissant les armures grillées contre des peaux ruisselantes de sueur. Ardorn Courflamme avait décidé qu'il détestait cet endroit. Il détestait la chaleur qui obstruait sa gorge. Il détestait les plafonds bas des tunnels miniers, hérissés de stalactites, de granit et de basalte. Il détestait leur manière de serpenter jusqu'à d'agaçants cul-de-sac. Rien à voir avec les vastes plaines akshiennes où il avait chassé dans sa jeunesse. L'ancienne excavation s'étalait à plusieurs niveaux sous leurs pieds, qui étaient semblables à une série de terrasses en bois brûlé et en pierre noire. Debout, au bord d'un gouffre parsemé de plateformes en bois, de rails, de chariots brisés et de treuils pourris, il scrutait l'obscurité. Elle s'enfonçait dans les entrailles de la montagne Mont-Cendré, éclairée par des grappes palpitantes d'Actracite que personne n'avait encore osé voler. Mais plus que tout, il détestait le crissement et les étincelles des lames qu'on aiguisait. Par les clashs du dieu roi, peux-tu arrêter ça? Les bruits de grincement cessèrent. L'Éternel de l'orage soupira avant de jeter un regard par-dessus son épaule. Une ombre se détacha du mur de la caverne. Elle portait une tenue similaire à la sienne, bien que son armure fût encore plus dissimulée sous une cape et des étoffes. Le visage de la guerrière était couvert d'une capuche et d'un demi-masque. Seuls ses yeux étaient visibles et ils débordaient de mépris. « Je dois garder mes lames affûtées, Ardorn. » La voix de Farassa, 2 fois ressuscitée, était marquée d'un accent curieux et difficile à situer. Elle ne semblait porter aucune rancune apparente. Pourtant, son reproche était évident, aussi tranchant que les 2 couteaux rangés à sa taille. « Évidemment, » dit Ardorn. Il sentit gronder sa propre voix. « Si nous devons accomplir notre mission et protéger ces mines, alors nous devons être aiguisés comme des rasoirs. » Elle désignait la pierre à aiguiser brillante qu'elle tenait et parla avec une fausse patience, celle d'un professeur reprenant un élève. Ardorn pensait que Farassa aurait pu être une prédicatrice dans sa première vie, bien que l'objet de sa foi restait encore incertain. « Tu comprends cela, n'est-ce pas ?» je comprends que nous sommes ici depuis des mois.
à garder les griffes des vermines et les mains de nos propres concitoyens égarés, à distance de la pierre de royaume, par tous les moyens nécessaires. Ardorn crachait les mots. Il fit un pas en avant face à Farassa, le poing serré. Je comprends que ce devoir nous a éloignés du front. Je comprends que chaque coin où nous nous faufilons peut cacher une mort soudaine et indigne. Et je comprends que, malgré tout cela, tu persistes dans ces irritations spectaculaires. Tu affûtes tes épées avec une grande cérémonie. Tu piques et tu cingles à chaque mot. Est-ce ton but de me provoquer, Farassa? Souris-tu sous ce masque pour savourer ta réussite? Le plafond de la caverne trembla soudain. Des gravats et de la cendre tombaient en poussière. Bien au-dessus, la surface en ruine de Garde-Braise était de nouveau bombardée, bien que l'on ne puisse pas dire par quel camp. Cela avait suffi à interrompre la dispute grandissante, permettant à un soupir de briser le silence. Je pourrais jurer qu'on a eu cette conversation il y a un jour ou deux. Yorick était assis sur une pelle renversée, occupé à entretenir son arbalète. L'homme plus âgé avait retiré son masque impassible et l'avait posé à ses côtés. Il leva les yeux vers le duo tout en se grattant le visage. Ses yeux brillaient d'une lueur électrique moqueuse. Avant que vous ne vous déchiriez et que vous soyez forcés de répondre de vos actes devant le trône du dieu roi, puis-je vous demander de respirer et de réfléchir à l'endroit où nous sommes? Ardorn inspira profondément, les sourcils froncés. Une fumée effleura l'arrière de sa gorge, des émanations brûlantes et arcaniques de l'Octracite. La pierre du royaume d'Akshi faisait bouillir le sang et l'esprit, surtout quand elle était concentrée comme elle l'était dans la poudrière. Elle s'insinuait en vous si vous ne vous maîtrisiez pas. À force de volonté, il s'obligea à se calmer. Pardonne-moi, sœur. Dit Ardorn en faisant le signe de croix du marteau avec sa main droite sur sa main gauche dans l'ancien geste tribal de contrition. J'ai perdu le contrôle de moi-même. Farassa hésita avant de suivre maladroitement le geste. Nous l'avons tous les deux fait. Et Sigmar observa régner la paix à nouveau dans les salles du Haut-Heim. Et il esquissa un sourire secret, trouvant cela beau. Yorick ricana en citant l'un des dramaturges azirites poussiéreux qu'il affectionnait tant. Ce n'est pas parce que le monde touche à sa fin que nous devons abandonner les bonnes manières, n'est-ce pas? Le regard acéré que le duo lui lançait fut interrompu par un autre grand grondement qui ébranlait la caverne. Un souffle fantôme de chaleur et de bruit se propagea, suivi de l'écho d'une explosion majeure dans un tunnel adjacent. Tous les éternels se tournèrent, adoptant des postures de combat. Yorick se leva et enfila son casque. Ce n'était pas un bombardement de surface. C'était vrai. À présent, ils connaissaient tous le son des bombes de Malpierre. Les Skaven sont de sortie, mes frères. Dit Ardorn. Ses paroles étaient emplies d'une férocité sauvage, alors qu'il levait et armait son arbalète de poing. Enfin des proies sur lesquelles déchaîner notre fureur. Plus loin de là, une explosion des plus belles magnifiques, ô savant technomage. Si, je peux humblement conseiller. Tu ne peux pas. Ziki Tronge-Roche était de bien trop bonne humeur pour tolérer l'indignité de devoir s'expliquer. Il renifla. Ses moustaches frémissaient sous la douce odeur de soufre laissée par la détonation. La roche s'effritait et s'effondrait autour de la plaie déchiquetée dans le mur du tunnel. Elle n'avait pas encore été totalement percée, mais à travers ses fissures, il pouvait distinguer la lueur caractéristique de son précieux butin. Une riche veine d'Actracite que les choses-hommes n'avaient pas réussi, ou plus probablement étaient trop stupides, pour extraire avant que la grande ascendance ne les engloutisse. Tout cela appartenait à Zikid désormais, comme il se devait. Oui, ô très sournois, seulement... Gémit Nietzsche, museau roussi. L'acolyte portait un masque à gaz, mais cela ne suffisait pas à masquer son ton plaintif. Il se balançait d'un pied à l'autre, agité, ses bombes s'entrechoquant sur ses bandoulières. Un gros rat au corps gras se tenait sur son épaule, sifflant en direction du technomage. Seulement, nous ne sommes pas seuls ici-bas. Non, d'autres bandes de clans. Et les choses tempêtent. Il s'interrompit en suffoquant et en croissant lorsque le bras mécanique en forme de pince de Zikit se referma sur sa gorge. Le technomage ricana en soulevant Nietzsche, laissant ses pieds et sa queue s'agiter dans un balai frénétique. Zikit serra davantage, et Museau roussi gargouilla, griffant faiblement sur les griffes métalliques qui l'étranglaient. « Tu ne vois pas ma vision, larve. Tu veux devenir bombardier? Oui. Rejoindre les technoclans? Alors cesse cette timidité. J'ai besoin d'un serviteur, mais tu n'es pas irremplaçable. » Zikit siffla chaque mot. Ses lunettes semblaient émettre une lueur interne. Nietzsche hocha frénétiquement la tête
avec un ricanement dédaigneux. Zikit le lâcha, laissant l'acolyte tousser et frémir au sol, avant de se tourner de nouveau vers le mur. Une expression d'irritation passa sur son visage. Mais Actracite toujours instable. Oui. Peut-être travail pour une perceuse. Où est Ritak? Son second avait disparu à la recherche de plus de pierres de royaume. Et bien que cela ait facilité sa concentration, il était maintenant nécessaire. Bougonnant, Zikit souleva sa propre perceuse. Condenser l'énergie nécessaire pour alimenter une foreuse à malpierre en un appareil à deux mains faisait toujours trembler dangereusement l'engin. Mais tant qu'il se contentait de trembler, c'était un problème pour plus tard. Je vais le faire moi-même alors. Oui. Maître. Le technomage était à mi-chemin de décider comment démembrer Musorossi lorsqu'il réalisa que ce n'était pas lui qui avait parlé. Plus loin dans le tunnel, Kritatok était accroupi. Ses longues griffes métalliques sondant le sol. Le visage masqué de l'acolyte pivota pour fixer Zikit. Celui-ci dut réprimer un frisson. Il y avait quelque chose de dérangeant chez Kritatok, sans parler de ce ton rauque qu'il s'obstinait à utiliser. « La pierre parle !» dit l'acolyte en penchant brusquement la tête. « Des ennemis choses arrivent. »« Je n'entends rien !» Zikit s'interrompit. Il entendait effectivement quelque chose résonner à travers le plafond de pierre. Il entendit un bruit de pas précipité, suivi de celui de planches de bois qui étaient utilisées pour obstruer une fissure dans le toit qui volèrent en éclats. Des formes dorées tombèrent à travers l'ouverture avec des capes flottantes derrière elles. Kritatok aurait dû être écrasé par l'atterrissage des choses tempêtes, réduit en bouillie de chair et de sang, mais pourtant, au moment où elles atterrirent, l'acolyte n'était simplement pas là. Au lieu de cela, il surgit des ténèbres, en bondissant sur le dos d'un colosse masqué à demi recouvert d'une cape. Des étincelles jaillirent alors que ses griffes métalliques croisaient les lames jumelles de l'ennemi. Musorossi, lui aussi, avait réussi à ne pas totalement se ridiculiser. Moins d'un souffle s'écoula entre le moment où il arma une bombe et celui où il la lança nerveusement. Peut-être était-ce la raison pour laquelle elle explosa prématurément. La roche se déchira sur le mur du tunnel, envoyant des éclats tranchants qui forcèrent le chef des choses tempêtes à détourner la tête pour protéger son visage. Une montée d'adrénaline permit à Zikit de tout enregistrer rapidement. Il remarqua immédiatement que le guerrier casqué à l'arrière du groupe des choses tempêtes levait une arbalète pointée directement sur lui, sa pointe crépitante de force électrique. Ses glandes de peur étaient prêtes à libérer leurs muscles quand il entendit le grondement rauque d'un moteur se rapprocher à toute allure. Ritak Verme hurlait de joie. Ses cris se perdaient dans le gémissement motorisé de la roue infernale miniature qui ne quittait jamais et qu'il insistait à toujours faire tourner au maximum. La machine filait à une vitesse aveuglante, son pilote fou éclatant de rire et de gloussements. Plus elle tournait vite, plus le forêt tireur monté à l'avant crachait des étincelles. Zikit se jeta sur le côté juste au moment où un éclair de malfoudre jaillit du forêt, traversant le corridor. Il frappa le tireur en pleine poitrine, le projetant à terre, tandis qu'il visait ce qui relâcha un tir de son arbalète qui manqua sa cible. Mais la roue infernale de Ritak fut percutée et déviée, frappant un rocher avant de s'envoler en raclant le mur du tunnel, tandis que Ritak criait. Un autre éclair de malfoudre jaillit au hasard dans les ténèbres. Une nouvelle explosion retentit, accompagnée des hurlements frénétiques de Musorossi. L'espace déjà exigu du tunnel semblait encore plus rétrécir. Fumée, gravier et langue de feu étouffaient la respiration de tous. L'instinct sauva le technomage. Il sentit l'air déplacé avant de voir la lame, et tendit son bras mécanique, attrapant le chef des éternels en plein milieu de son cou. Les muscles forgés de l'éternel se tendirent contre l'acier noir de suie. Zikit brisa l'engagement et recula, saisissant son forêt à deux mains. L'outil vrombrit, crachant des étincelles, alors que le technomage attaquait avec des coups ascendants. L'éternel de l'orage fut contraint de reculer rapidement, ses pas agiles esquivant l'arme. Une foudre de malpierre virulente, dansait sur son armure dorée. L'éternel dégaina une petite arbalète de poing. Si Zikit n'avait pas déjà plongé en avant, le trait aurait transpercé son crâne anguleux. À la place, il traça une ligne crépitante le long de sa joue, tandis que la pointe de la foreuse à malpierre arrachait un morceau sur le flanc de l'armure de l'éternel. Ils se séparèrent ensuite, rat et immortel, haletant tandis qu'ils se faisaient face dans l'étroite obscurité souterraine. L'acier résonnait et les moteurs rugissaient, le combat désespéré éclatant tout autour d'eux. Zikit nota que leur position avait changé. L'Éternel
se tenait désormais au dos du mur fragilisé, telle une sentinelle méprisante dont le visage affichait une soif de meurtre. Pendant un instant, la peur revint en force. Le technomage tressaillit, pris par l'envie de fuir. Mais alors, depuis les crevasses des parois du tunnel et à travers les fissures causées par l'explosion, une lumière pulsa comme un appel. Une vague de lueur orange, celle de l'Actracite, envahit le tunnel, diffusant une chaleur malveillante et furieuse dans le cœur de Zikit, qui siffla et dévoila ses crocs. La chose tempête semblait aussi ressentir cette chaleur spirituelle. Ses traits nobles se crispèrent sous l'effet de la haine. Du sang s'égouttait de sa blessure alors qu'il crachait avec mépris. Tu veux la Cracite, vermine? Alors viens la chercher. Oui, oui, répondit Zikit en hochant la tête, comme si cela allait de soi. La lueur du feu se reflétait dans ses lunettes, alors qu'il remplaçait la source d'énergie de son forêt. La pierre de rage est à moi mien. Apprends bien, chose humaine. Ça ne te sauvera pas. Le plafond trembla de nouveau sous la fureur des bombardements incessants. Du métal s'effondra, les éclairs jaillirent, et l'Actracite enfouie éclata dans un flamboiement de feu. Furieux, l'Éternel avança, la lame dégainée. Enveloppé d'énergie de Malpierre et baigné dans la lumière de l'Actracite, Zikit siffla et bondit à sa rencontre. Alors c'est une histoire que j'ai tout particulièrement appréciée, notamment parce qu'on en apprend plus sur le destin de Garde-Braise après les Dawnbringers. Les colons de la croisade et au fort d'Aksha ont, semble-t-il, dû évacuer Garde-Braise. Et décidément, après coup, on voit clairement qu'ils n'ont jamais eu aucune chance. En arrivant dans la région de Garde-Braise, ils ont dû faire face à des vampires, puis ensuite à une armée maudite dans les ruines de la ville. Ils ont ensuite pu un peu s'établir, mais ont dû ensuite faire face de nouveau à des morts, cette fois-ci menés par des Antenues. Suite à cela, la pontifex Zenestra, qui était la dernière chose qui pouvait maintenir leur morale, a mystérieusement disparu. Et enfin, très peu de temps après, la Malruine est arrivée, avec une vague de secousses et de flammes qui a encore une fois tué bon nombre d'entre eux. Et encore après cela, le peu de survivants qui restaient a dû faire face à des vagues interminables de Skaven. Non, vraiment, ils n'avaient aucune chance. Au vu de ce qu'ils ont traversé, le peu d'individus qui ont survécu doivent chacun être équivalents à plusieurs soldats. Les Éternels mentionnent à un moment donné qu'ils entendent des combats à la surface, laissant penser qu'il y a encore peut-être des survivants. D'ailleurs, en parlant du groupe d'Éternels, j'ai trouvé les personnages intéressants. Ardorn semble avoir été dans sa première vie un membre d'une des tribus d'Akshi. Farassa semble avoir été religieuse durant sa première vie. Au vu de l'aiguisage rituel de ses armes, elle pourrait avoir vénéré le Père des Lames, qui est une entité très honorée parmi les Vindicateurs Célestes. Ou il y a aussi une chance que ce soit potentiellement Malérion, car il est aussi le dieu d'Ulgu, le royaume des ombres, qui est symbolisé par une épée de Damoclès. Vénérer d'autres divinités est plus courant chez les Éternels qu'on le pense. Au moment de l'âge de Sigmar, la plupart des humains vénèrent le dieu roi, mais beaucoup des Éternels sont originaires de l'âge des mythes, un temps où le panthéon de l'ordre était encore uni et soudé, et donc il était normal que chaque dieu soit honoré par toutes les races. Il y a aussi Yorick, qui semble être un peu la glu du groupe et qui les empêche de trop se chamailler. Son inclinaison pour les dramaturges azirites pourrait laisser penser qu'il est originaire à la base du royaume des cieux. Voir les effets de l'Actracite sur eux est aussi intéressant, car même si les Éternels sont résistants au chaos, voire peut-être immunisés, ils semblent tout de même vulnérables aux énergies des royaumes de magie. Ce qui n'est peut-être pas si étonnant, car eux-mêmes sont faits d'énergie du royaume des cieux. L'Actracite est d'ailleurs le point central de l'histoire. On voit bien que la pierre du royaume d'Akshi a beaucoup de propriétés. Elle brûle et émane une énergie aussi bien physique que spirituelle. Physiquement, elle émane une immense chaleur et est très instable. Mais bien utilisée, elle peut servir d'excellente source d'énergie. On voit le technomage l'utiliser à cet effet, mais les cités de Sigmar en utilisent aussi comme noyau pour leur fort de rouage. Il est donc compréhensible qu'une telle pierre attire beaucoup de convoitises. Être en possession d'une veine de minerai d'Actracite peut faire changer le courant d'une guerre. Mais comme on l'a vu, leur utilisation n'est pas sans risque. Les pierres de royaume, à l'instar des royaumes eux-mêmes, peuvent influencer les esprits et les âmes. En fonction du vent de magie, les effets ne sont pas les mêmes. Différentes émotions en accord avec les différents vents vont être exacerbées. Et si, comme on l'a dit, c'est quelque chose que les royaumes font passivement, être à proximité des pierres de royaume qui sont la forme cristallisée de leur magie a des effets encore plus démesurés. La pierre d'Akshi fait brûler l'âme et les esprits. Elle décuple les passions et les émotions fortes.
mais pas forcément dans leurs aspects négatifs, comme avec les entités du chaos. Même si, sans surprise, cette pierre est très prisée par les corneux pour décupler leur rage. Et elle intéresserait sans doute aussi des Slaaneshi. Pour finir avec les Skaven, j'ai bien aimé la dynamique de leur groupe. On aurait presque dit une sorte d'assurance tout risque. On a le cerveau, le technomage, on a l'expert en explosifs, on a le pilote, on a le tracker. Chacun de leurs rôles est très clairement établi et on capte vite la personnalité de chacun en très peu de lignes. Je serais assez intéressé de les voir dans le futur dans une autre histoire, s'ils survivent bien sûr. Voilà donc pour l'analyse de cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous abonnez, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire et partagez, ça aide beaucoup la chaîne. Aussi, un grand merci aux membres et tipeurs qui soutiennent la chaîne. N'hésitez pas à utiliser le lien partenaire dans la description où vous pouvez faire des économies jusqu'à moins 20% et d'une pierre deux coups ça soutient la chaîne. Si jamais ça vous a donné envie de vous prendre quelque chose en rapport avec AOS ou le Wargame, merci pour votre soutien peu importe sa forme et à la prochaine.